On continue cette série d'interventions sur cette première demi-journée sur le cheval avec Dominique Farroux, qui va donc nous présenter cette communication onagre, hémione, âne et chevaux en Mésopotamie. Dominique, c'est à vous. Merci. Merci. Déjà, je ne dis pas merci à Catherine parce que je ne suis pas assyriologue, je suis égyptologue. Alors, j'ai quand même fait de l'assyriologie, vous inquiétez pas. Mais ouais, bon, donc il a fallu un petit peu réviser les choses. Et en révisant, je me suis aperçu que tout ce que je savais avait, dans les 10 dernières, allez, on va dire dans les 15 dernières années, tout avait sauté, changé, et en particulier à cause des généticiens. Alors voilà. Donc, en fouille à ma connaissance, les plus anciennes traces d'hémione. Alors, hémione, onagre, normalement, c'est censé être la même chose. Ça voilà, oui, ça va, normalement, plus ou moins. Et les plus anciennes traces qu'on connaisse, eh bien, c'est à Göbekli Tepe en Turquie. Et ça remonte quand même à quelque chose comme 9000 avant Jésus-Christ, ce qui est vraiment les prémices, le tout début du néolithique. Alors voilà la tête qu'ont ces hémiones hémipes de Syrie. Ça se mange, enfin ça se mangeait parce que ça a disparu. Euh, et voilà. Donc, voyez la tête que ça a. Ça ressemble à un âne. Les pattes sont relativement longues d'ailleurs, comme un âne. La queue, vous voyez là, c'est comme une queue d'âne. En revanche, les oreilles sont pas très longues quand même. Donc, vous comprendrez pourquoi je vous dis ça. Et voilà les derniers représentants de ça dans les eaux. Enfin bon, vous voyez la tête que ça a d'ailleurs une tête qui ressemble des fois un petit peu entre le cheval et l'âne. Et puis, eh bien, c'est quand même extraordinaire parce que on a découvert, datant du milieu du 3e millénaire avant Jésus-Christ, des hybrides. Donc, je compte sur les spécialistes de l'os parce que moi, des hybrides anésémiones. Alors, visiblement, on est sûr que ce sont des hybrides grâce aux généticiens. Donc, je leur fais confiance. Alors, l'hybride anésémione, normalement, est stérile, comme le mulet. Voilà. Ce sont des animaux, bon, on en reparlera après, très prisés en Mésopotamie. Ce qui m'a intéressé, j'ai choisi ceux-là parce qu'ils sont enterrés par 4, et vous allez voir pourquoi. Voilà. Et donc ici, eh bien, il s'agit d'un monument très connu, allez au British Museum, vous verrez, qui s'appelle l'étendard d'Our. D'un côté, c'est ce on surnomme l'étendard de la paix. De l'autre côté, il y a l'étendard de la guerre. Et vous voyez ici ces animaux qui sont transportés, alors que j'appuie au bon endroit. Vous voyez ici, là, enfin qui sont apportés. Et on les voit un peu plus grands. Alors c'est marrant parce qu'ils sont un peu courts sur pattes quand même. Ça ressemble un peu à des chevaux. Je peux vous dire qu'il n'y a pas de chevaux à cette époque au Proche-Orient. Et puis, ça ressemble un peu à des chevaux, mais vous avez vu les queues là, ça ressemble pas vraiment à des queues de cheval. La tête est grosse. Ici, l'étendard de la guerre. Là, on voit beaucoup mieux. Regardez ça. Donc, je vous ai mis un hémione de Mongolie, histoire de changer. Vous voyez bien que ça ressemble un peu à un âne, mais c'est pas un âne. C'est pas les ânes, nos ânes qu'on connaît avec les grandes oreilles et tout. C'est une bestiole qui vient d'Afrique. Et ici, sur l'étendard d'Our, vous voyez le char avec ces animaux. Vous avez vu, il y a 4 queues. Et vous voyez bien que ça, c'est pas des queues de cheval quand même. Vous êtes d'accord? Vous dites pas oui, hein? Maintenant, voilà. Alors ici, vous avez ces animaux. Je les appelle onagres. Alors, vous voyez, je parle de kunga. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Est-ce que ce sont des kungas? Est-ce que ce sont des hémiones? On peut pas le savoir, mais on a quand même une chance. C'est que, d'ailleurs, avec Marc Gabold, on partage la même chance. C'est qu'on a affaire à des gens qui nous racontent les choses et qui donnent des noms aux choses et qui nous expliquent leur vision du monde. Et justement, ça nous sert quand on s'intéresse aussi à l'art pariétal préhistorique, parce que
quand ils nous expliquent les choses qu'on croit voir, eh bien, ce qu'ils nous disent, c'est pas du tout ce que croit voir un œil actuel, parce que c'est pas du tout un concept moderne, et les clés sont pas du tout celles qui nous semblent naturelles, et même nos clés qui nous semblent naturelles, eh ben, ne le sont pas. Et donc, vous voyez déjà que vous avez donc 4 têtes, 4 queues et 8 pattes. Donc, ce sont des animaux qui n'ont que 2 pattes chacun. Vous comprenez? Ben voilà, déjà ça commence bien. Et puis vous avez vu, ce sont des animaux mécaniques parce que vous avez la clé pour les remonter. Hein. Alors en fait, c'est le passe-guide. Hein. Voilà. Mais je suis sûr que si on montre ça à des gosses, ils vont être persuadés que c'est. Enfin aujourd'hui non, parce qu'ils n'ont plus de trucs comme ça. Mais moi, quand j'étais môme, on m'aurait montré ça, j'aurais été persuadé qu'il fallait tourner pour faire marcher la bestiole. Donc voilà. Alors, puisqu'on parle de pattes et que je vous parle de ce genre de clé, bah ici, vous voyez, vous avez donc une tête, 2 têtes, 3 têtes, 4 têtes, 5 têtes. Attends, j'en ai 7. Oui, 7, voilà. Donc j'ai 7 ânes, n'est-ce pas? Puis là, ce sont des ânes égyptiens avec des grandes oreilles. Et là, vous comptez les pattes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ben donc, essayez de diviser 10 pattes par 7 ânes. Vous vous retrouvez que 1, quelque chose. Voilà. Alors, en réalité, la clé, ben justement, alors, il y a un article de Dimitri Mex sur ces choses, d'ailleurs, qui est très bien. Et ben, tout simplement, ben, 7 ânes, ça fait plein de pattes. Alors, l'Égyptien, il a une notion de pluriel, c'est 3. Le pluriel du pluriel, c'est 9. Ça, c'est vraiment beaucoup. Et si vous voulez dire très beaucoup, ben vous faites 9 plus 1 égale 10. Et ben donc 9 plus 1 égale 10. Donc 7 ânes, ça a très beaucoup de pattes. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Vous voyez, et là, voilà, si on pense pas comme un Égyptien, eh ben on sait pas. Il y a aussi autre chose. Vous avez vu le phallus de l'âne là? C'est comme ça. Ça, c'est l'idéogramme qui veut dire âne. Et l'autre, c'est ça. Les grandes oreilles et le phallus, ça veut dire âne. C'est ce qui le caractérise par rapport à autre chose. Voilà. Alors, dans les tombes royales d'Our, en Irak, eh bien, voilà, on a trouvé, je cite, donc dans la tombe royale PG 1232, ossements de 2 équidés, c'est par là, des ânes, et les restes du char, donc je vous lis pas tout le truc, à 4 roues, le corps d'un palefrenier est mélangé aux ossements des ânes. Alors, ça, c'était à l'époque où on a fouillé les tombes royales d'Our. Et aujourd'hui, eh bien, je ne sais pas, d'abord, je sais pas où sont passés les os, mais je ne sais pas si, on aurait quelqu'un, enfin, je sais qu'on aurait normalement quelqu'un qui saurait étudier les os, et peut-être que cette personne nous dirait, on a de grandes chances que cette personne nous dirait que ce sont des os d'hybrides entre des ânes et des hémiones. J'en suis sûr. Quand on dit qu'on est sûr, c'est qu'on n'est pas sûr. Hein. Mais enfin, on aurait quelque chose de plus précis. Donc déjà, les rapports de fouilles archéologiques anciens, faut s'en méfier comme de la peste. Non pas que ces gens travaillaient moins bien que nous, mais on peut pas leur demander d'avoir connu ce qu'on pouvait pas connaître à l'époque. Je vous aurais fait la même conférence il y a 15 ans, je vous aurais pas raconté la même chose. Donc voilà. Et vous voyez bien, il y a quand même le passe-guide, un vrai passe-guide. Vous voyez, c'est la clé pour remonter les bestioles. Et l'animal qui est représenté ici, vous voyez bien que c'est pas un âne, ça, c'est un onagre. D'ailleurs, c'est probablement un kunga. Et puis ici, vous voyez cet animal, voilà, et vous voyez la queue. Donc une tête de cheval avec une queue d'âne, c'est cet animal. Alors onagre ou kunga, je peux pas savoir parce que là la génétique sur un sceau c'est pas facile. Et puis le sumérien est quand même très très fort parce que non seulement on a des chars tirés par des ânes, par des onagres disons, et là on a des chars tirés par des lions. Donc vous comprenez bien que ce qui est représenté n'est pas forcément une réalité parce que même en étant très 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 fort, je ne vois pas bien comment on pourrait réussir à domestiquer des lions pour qu'ils tirent un char quand même. Donc voilà. Et puis
eh bien, vous avez la stèle des vautours, la plus vieille stèle cintrée de Mésopotamie. 500 ans après les premières stèles cintrées égyptiennes. Parce que ça intéresse les Égyptiens d'abord, mais bon. Et sur cette stèle, eh bien, vous voyez ici, vous avez deux morceaux de scène. L'autre n'est pas là, elle est de l'autre côté. Voilà. Et vous avez un char. Et là, pas de chance pour nous, mais je l'ai mis quand même parce que, je sais pas ce que c'est qui tire le char. Donc voilà. Mais il y a quand même, donc c'est pas sur celui-là, c'est sur celui d'après. Il y a quand même une clé, quel que soit l'animal qui tire le char. Ici, c'est un lion qui est représenté. Vous comprenez, on est dans le symbole. Donc, de toute façon. Alors, je saute, je fais un saut de 1500 ans, et puis, nous sommes dans le palais d'Assurbanipal à Ninive, et là, on voit la chasse aux onagres ou aux émiones. Et là, on voit bien que ça se mange, c'est pas fait pour tirer des chars à cette époque-là, vous voyez. Et puis, en voilà une autre, où là, en revanche, on les attrape au lasso. Enfin, on voit que c'est censé être violent comme bestiole, hein, quand même. C'est de la chasse royale quand même, hein, il faut que ce soit dangereux. Alors, je vous ai montré ça. Maintenant, revenons en Égypte. Qu'est-ce qu'on fait avec les ânes? Eh bien, en Égypte, alors, j'ai pas de trace qu'on ait mangé les ânes en Égypte ancienne. Donc, ça veut pas dire qu'il l'ait pas fait, mais comment dire, je n'ai aucune trace archéologique ni aucune trace textuelle qui parle de manger des ânes. Pourtant, ils mangent des trucs bizarres. Hein, mais bon. Mais en revanche, ce qu'on voit en Égypte et que je n'ai jamais vu en Mésopotamie, c'est le fait d'utiliser des ânes, vous voyez comme ici, pour porter quelqu'un dans une chaise à porteur, porté par deux ânes. Voilà. Donc là, nous sommes dans la tombe des deux frères. On est allé entre 2500 et 2400 avant Jésus-Christ. Donc voilà. Et alors, vous voyez, il tient ce bâton qui représente sa capacité de parole, par exemple. Bon, et les ânes, on en a beaucoup dans l'Égypte ancienne, représentés pour transporter des choses. Donc ici, c'est le ballot de céréales, probablement. Ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est qu'en général, on nous montre les deux côtés rabattus pour qu'on voit l'intégralité de ce qu'il porte. Voilà. Et puis là, j'ai pas trouvé une bonne image qui montrait la scène complète. Nous sommes en Moyenne-Égypte, à un endroit qui s'appelle Beni Hassan. Donc on est au début du 2e millénaire avant Jésus-Christ, à la 12e dynastie. Quand je mets des numéros là, 5 c'était 5e dynastie, 12 c'est 12e dynastie, comme ça m'évite de le dire. Et vous voyez, on a des nomades Amou, des Levantins théoriquement, enfin des gens qui vivent dans le désert là, et qui viennent présenter leurs produits pour les vendre en fait. Et voilà, d'abord ils ont des vêtements caractéristiques, et puis un âne avec deux personnages dedans, et un âne qui porte du matériel. Donc voilà, c'est bien un animal qui sert à porter des choses. Alors maintenant, il y aura une interro à la fin. Donc, en sumérien, les Sumériens sont des gens qui vivent dans le sud de l'Irak, qui disparaissent, allez, on va dire aux alentours de 2000 avant Jésus-Christ. Il y avait des gens qui parlaient cette langue sumérienne. Si vous voulez rigoler, les hiéroglyphes, c'est rien à côté. Ça, c'est du martien. La grammaire est ahurissante. C'est vraiment drôle. D'ailleurs, quand vous faites du sumérien, là, vous comprenez à quel point les différences de système de pensée, de grammaire, de formation de l'esprit, peut être à des années-lumière de ce qu'on peut imaginer. Moi, je me rappelle quand j'ai fait du sumérien, la première année, pendant 1 an, je comprenais pas ce que je faisais. Je prenais les exercices, j'avais bon, je comprenais rien. Et c'est seulement l'année d'après que j'ai commencé à comprendre comment, parce qu'on avait fait à peu près le tour, comment cette langue marchait. C'est-à-dire, je me suis dit, super, j'ai enfin découvert le martien. Enfin bon. Et donc, An se dit Anche, c'est ce signe-là qui écrit Anche, An, et
c'est un signe qui exprime une idée avant tout. Et donc, il sert à écrire le mot An. Et ça, c'est intéressant parce que c'est à partir de ce mot qu'on va écrire le nom de tous les équidés. Donc, vous comprenez déjà la notion d'équidé. Je pense qu'un sumérien serait demandé de quoi on veut parler. Mais ça veut dire quand même que toutes ces bêtes à sabots, sans cornes, etc., sont cataloguées dans la même bande par un sumérien. D'accord? Et donc, par tout le Proche-Orient, sauf l'Égypte. Donc, on écrit Anche Dungi, ça c'est l'âne domestique. On écrit Anche Edin Ak, en fait, parce que, bon, je vais pas vous faire la grammaire, c'est l'onagre ou les mionnes. On a ce Anche Bar An, voilà, Anche Bar An, qui a été lu Kunga, je vous l'ai mis en arabe pour faire plaisir à mon joueur. Et en fait, ça, on le sait maintenant, grâce aux généticiens et aux gens qui étudient les os. C'est un hybride ânesse-onagre qui sert justement à tirer les chars. Voilà. Donc c'est prestigieux. Et puis on a une autre bestiole qui est le Anche Iginita, parce que moi je crois que Anche ça se lit pas dans ces histoires. Il faut juste lire phonétiquement Bar An. Et ça c'est pour nous dire Bar An, c'est de la catégorie des animaux de la même famille que l'âne. Vous comprenez? Et que ça se lit enfin, on pourra jamais savoir. Et on a un autre animal alors qu'est-ce que c'est que qui peut servir d'animal de trait, qui est le Iginita, enfin Anche Iginita, et visiblement ça coûte moins cher parce qu'on a des listes qui datent de l'époque de Shulgi, à la fin du 3e millénaire, et où on voit bien lequel est le plus prestigieux. Et on voit que ça, ce Anche Bar An, c'est vraiment ce qui est vraiment le plus prestigieux. Et Iginita, pas trop. Alors maintenant, au même endroit et à la même époque, vivent des gens qui ont une langue sémitique, un peu comme l'arabe, l'hébreu, voilà, ce genre de truc. Et l'âne, il l'appelle Imarum. Et donc, Imarum, ça c'est facile, le c'est la déclinaison. Donc Imar, ça rappelle tout de suite Hamar, Homar, Himar en arabe, et en hébreu, Hamor. Donc vous voyez, c'est la même famille. Bon, et on voit bien que c'est pas, enfin les deux mots ont rien à voir, quoi. Puis en égyptien, on l'appelle Aa. Enfin, en fait, faut comprendre Ala. Ça se prononçait comme ça à l'origine, quelque chose de ce genre. Et en égyptien, Aa, enfin, c'est seulement les ânes. Et il y a rien. Enfin, comment dire, l'âne n'est rapproché d'aucune autre sorte d'équidé chez les Égyptiens. Et ça, c'est vraiment très intéressant, parce que ça veut dire qu'il y a un mode de pensée qui est totalement différent entre la Mésopotamie et l'Égypte. Enfin voilà. Oui, c'est bien. Il a intérêt à dire oui. Et ensuite arrive le cheval. Et donc, dans les listes de Shulgi, c'est pour ça que je parlais de la sienne, parce que, à ma connaissance, on est donc vers 2100, 2050 avant Jésus-Christ. Eh bien, dans les listes de Shulgi, on voit apparaître pour la première fois un nouvel animal de la famille des Anche, qui s'appelle le Anche Sisi, c'était notre sujet de discussion tout à l'heure. Et ce Anche Sisi, eh bien, c'est tout simplement la transposition en sumérien. Il y a pratiquement plus personne qui parle sumérien, peut-être déjà plus personne, mais en sumérien, du mot acadien sisum, féminin sisatum, c'est-à-dire donc la racine c'est sis, qui veut dire cheval. Et donc, ça veut dire que en Mésopotamie du Sud, au XXIe siècle avant Jésus-Christ, est arrivé le cheval, le vrai cheval, et le cheval des généticiens. Enfin, bon. Il en parlera. Orlando va en parler demain, c'est ça. C'est dommage d'ailleurs que je parle de ça maintenant, ça aurait été bien de le faire après lui, mais il vous expliquera. Et donc en égyptien, qu'est-ce qu'on voit? On voit arriver un animal entre 1600 et 1550 qui s'appelle Sessem. Le féminin, c'est Sessemet. C'est le cheval.
Et ça veut dire que le cheval est arrivé en Égypte à travers les Akkadiens, à travers la Mésopotamie, puisque on a le nom avec la déclinaison en akkadien. Donc il faut que celui qui a apporté le cheval ait donné le nom en akkadien avec la grammaire akkadienne derrière. Vous voyez le... Et donc, c'est intéressant parce que le M de la déclinaison, il est à l'intérieur du mot, et le féminin, il se fait en T en égyptien, et le T du féminin, il arrive après la déclinaison akkadienne. Vous comprenez? Il y a plus, le mot a été pris tel quel. Bon, on en a plein, nous, vous savez bien, des mots comme ça, qui viennent de l'allemand ou du turc, ou qui sont pris en bloc. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des Hittites, et ces Hittites, eh bien, ils n'écrivent le nom du cheval, c'est vraiment pas sympa pour nous, que en sumérien. Alors le problème, c'est que ce sont des idéogrammes, et le problème, c'est que ça, c'est une langue qui n'est plus parlée depuis des siècles, au moment où les Hittites arrivent. Et donc, ils l'appellent Anchekurra, c'est-à-dire, il faut comprendre, Anchekurak, alors là, je suis sûr qu'il se lit, parce que Kur, c'est la montagne, et ça veut dire l'âne de montagne, donc l'âne étranger. C'est très drôle. Donc le cheval, pour un Hittite, c'est l'âne étranger. Alors les Hittites, j'oubliais, sont des Indo-Européens qui vivent dans le sud de la Turquie actuelle. Voilà. Les Louvites, ils habitent au même endroit, ils l'appellent Azou, les Mèdes, Aspa, les vieux Perses, Assa. Bon, je ne suis pas allé plus loin parce qu'on n'allait pas sortir de la Mésopotamie. Je voulais faire remarquer quand même que donc c'est vers 2400 normalement, c'est ça qui est domestiqué le cheval. Et il précisera. Bon, et en un seul endroit. Et donc, on va dire, allez, aux alentours de 2100, le cheval arrive en Mésopotamie. Donc, vous voyez, il a mis, mettons, 300 ans pour descendre. Et c'est seulement vers 1600, 1550, donc 800 ans plus tard, que le cheval arrive en Égypte. Et puis, il y a une légende, enfin, qui est causée en partie par les rois du Nouvel Empire, puisqu'ils racontent que les Hyksos, qui sont des gens qui vivent en Égypte au deuxième millénaire, qui sont des Levantins installés en Égypte, finissent par avoir, donc c'est des gens qui finissent par avoir le pouvoir, devenir roi d'Égypte, et on les présente comme des étrangers qu'on a foutus dehors au début du Nouvel Empire. En réalité, ça, c'est une légende. Ce sont des descendants d'immigrés qui, après plusieurs siècles, ont fini roi d'Égypte. Ils n'ont jamais envahi l'Égypte avec leurs chevaux. C'est pas vrai. Ça repose sur n'importe quoi. Faut qu'on arrête de raconter tout. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que ceci est un char hongrois qui a permis à Nicolas Sarkozy de devenir président de la République. C'est la même histoire. Hein. C'est comme si Hollande avait raconté ça. C'est quand même ça, Hollande. Alors maintenant, quand on veut connaître les chars de ces Hittites, le meilleur moyen de le savoir, c'est d'aller chez les Égyptiens, parce que, eh bien, on nous représente des Hittites, en particulier à la bataille de Kadesh, mais en fait, il n'y a pas qu'à celle-là, et en particulier à la bataille de Kadesh. Donc là, ça, ce sont des Syriens avec un bouclier hittite, et là, ce sont des Hittites, vous voyez, c'est un peu les papis du roc, ils ont le front dégarni avec les cheveux longs, et ils sont à 3 par char, non pas parce que l'habitude des Hittites est d'être 3 par char, mais parce qu'à la bataille de Kadesh, ça leur a permis d'amener une infanterie à toute vitesse, qui ont sauté du char au moment d'arriver sur le terrain pour pouvoir occuper le terrain. Donc, et ça a été une stratégie juste à ce moment-là. Parce que le reste du temps, voilà ce que font des Hittites. Ce sont des néo-Hittites, mais ça marche quand même. Et vous voyez ces néo-Hittites qui chassent le cerf à Arslan Tepe, et donc vous voyez bien qu'ils sont à 2 par char, ce qui est normal. Et je suis persuadé, donc oui, c'est avec toi qu'on en a parlé, on était d'accord de dire que je sais plus si c'est avec toi, on a tendance aujourd'hui à dire, vous savez, on a tous ces chars de guerre, le gars peut pas tirer à l'arc avec le char au plein galop, et obligatoirement, on arrête le char en tir. Alors, je dis, moi, je veux bien sur une bataille avec des humains en face. Déjà, je suis un peu dubitatif, et surtout, quand vous avez un cerf, je nous vois bien, vous savez, vous arrivez à fond sur le cerf, vous arrêtez le char, vous descendez du char, et vous vous dites, il est passé où le cerf? Parce que quand même,
Et pareil, tout en camon avec les autruches. Enfin, ça court vite une autruche quand même. Donc voilà. Voilà. Alors, ces chars, ce sont des objets de prestige dans tout le Proche-Orient. Et d'ailleurs, ça continue à être des objets de prestige, des véhicules de prestige, c'est le cas de le dire. Aussi encore en Grèce, hein, il n'y a pas de problème. Et donc, bien entendu, qu'est-ce que ça chasse un roi? Ça chasse le lion. Et d'ailleurs, pour reprendre nos histoires de tout à l'heure, j'en reparlerai demain, mais en Égypte, le lion, le taureau, même combat. C'est l'animal dangereux qui véhicule le même genre d'idées. Bon, les 4 chevaux, quand même, et donc vous voyez ici, on a avancé dans le temps, c'est un char en or avec un roi, et vous voyez, il y a 4 chevaux sur ces chars. Alors que sur les chars égyptiens, il y en avait 2. Et puis, ici, sur le palais de Khorsabad, on transporte les chevaux par 4, et on comprend bien que c'est pour les atteler. Et voilà. Maintenant, on monte à cru, parce que souvent, il y a des gens, je sais pas, ils sortent pas de leur bureau, qui racontent qu'on ne peut pas faire la guerre à cru sur un cheval, encore moins quand on a des armes lourdes. Et ces Assyriens, ils font quoi? Bien entendu qu'on peut pas, vous comprenez, charger comme au tournoi du Moyen Âge si on n'a pas d'étrier. Mais à partir du moment où on envoie la lance ou on tire à l'arc, ça gêne personne. Et en plus, quand on a des scènes de chasse royale dans les montagnes, en Égypte comme en Mésopotamie, et on est en pleine montagne, on a des animaux de montagne, comment voulez-vous qu'on soit en char? Donc déjà, le roi est représenté en char parce qu'il faut qu'il soit en char. Mais en réalité, ça veut dire qu'en réalité, il chasse à cru en tirant à l'arc depuis son cheval. Et ça, c'est pas chic, c'est pas assez chic pour être représenté avec le roi, donc on ne le fait pas. Et c'est nous qui devons comprendre qu'en réalité, vous comprenez, c'est un ensemble de symboles avec une accumulation de symboles. Alors, en Égypte, on nous dit souvent, il ne montait jamais à cheval. Et il fait quoi, le gars, là, c'est sur les estafettes de l'armée égyptienne, ils sont bien accrus. Puis alors, vous voyez, là, il est à califourchon sur son cheval, c'est déjà une chance. Et là, il est assis comme sur un siège. Et alors, on a même été jusqu'à écrire des choses en disant, comment on appelle ça, aide-moi, en Amazon. Il montait en Amazon. Je dis oui, alors là, c'est pour le coup que si vous n'avez pas une selle avec un truc, comment voulez-vous? Mais non, ça c'est l'hiéroglyphe qui veut dire assis. Je veux dire, c'est tout. Ça c'est l'hiéroglyphe qui veut dire victoire. Alors en même temps, il tape sur son cheval parce qu'il a une cravache. Puis là, il a un arc. D'ailleurs, je voudrais savoir comment il fait. D'ailleurs, je suppose que je sais pas si c'est une cravache d'ailleurs ou si c'est une flèche qui est peut-être un peu tordue. Mais peu importe, c'est pas. Et puis voilà. Souvent, on considère des choses impossibles qui ne le sont pas toujours. Vous savez bien, ces Amérindiens des plaines étaient capables de faire des choses ahurissantes. Ils vivaient en symbiose avec leurs chevaux. Et ça, c'est juste pour rappeler une chose qui m'est arrivée à Pushta. Je dormais dans le jardin de la maison, j'entends un galop, je regarde, il y a un type qui arrivait, c'est comme ça, debout sur ses chevaux du fin fond de je sais pas où, et qui est reparti à l'horizon dans l'autre sens. Et a priori, on voit ça qu'au cirque. Eh bien, chez eux, non, c'est normal. Donc, il faut toujours faire attention à ce qu'on voit. Et ici, eh bien, justement, vous voyez le roi Assur-Nassir-Pal II, donc au IXe siècle, qui prend une ville en la chargeant quand même avec son char, un char à 3 chevaux, qui est quand même intéressant. Et regardez bien la scène. Vous êtes prêts? Et ben voilà l'ancêtre, avant la 3 chevaux, la 2 chevaux. Ça, c'est Ramsès II à la bataille de Dapour. Vous voyez, il y a 2 chevaux, alors il y a 4 pattes quand même. Et il prend la ville. Vous voyez, c'est la même organisation spatiale. Et là, nous sommes sûrs, c'est-à-dire que attendez, je vais vous faire. Voilà. Alors, voilà. Comment je pourrais dire, les artistes qui ont fait la scène d'Assur-Nassir-Pal II, eh bien, ne peuvent pas ne pas
avoir fait un carton, ou au moins pris des notes, de la scène de Dapour, qui est au Ramesséum, pour faire la scène de la prise de la ville de la Saint-Mazerpal. Alors, bien entendu, comme notre temps est compté, je peux pas vous donner tous les détails de différences et de ressemblances pour vous faire remarquer tout ce qui est équivalent ou différent et pourquoi. Parce qu'en fait, le pourquoi, ben justement, c'est toute la différence de signification des symboles entre l'Égypte et la Syrie. Vous voyez, par exemple, si je suis en Grèce et qu'on me demande quelque chose, si je fais ça, ou en Égypte, ça veut dire non. Si je suis en France et que je fais ça, je pense que personne réagit. Vous voyez, j'ai un petit hochement de tête, on se dit, bon, peut-être que ça veut dire oui d'ailleurs. Enfin voilà. Et là, vous voyez par exemple, je vais vous donner simplement ça. Bah déjà, il y a 3 chevaux, parce que vous voyez, ils ont mal interprété l'ensemble, ils ont pensé que ça faisait 3 chevaux. Puis celui-là, c'est celui-là. Vous voyez? Alors, etc. Et puis là, vous voyez le personnage qui se rend, il tient son arc baissé, la main ouverte, sans arme. Donc, il se rend, il demande merci. Et lui, là, il demande merci. Et il a une main comme ça, et en réalité, les 2 mains comme ça veut dire prier le Dieu. Et prier le Dieu pour quelqu'un, ça veut dire remercier quelqu'un ou demander merci, exactement comme en français d'ailleurs. Vous voyez l'idée? Et donc, en fait, ça veut dire je demande merci. Et puis, si vous regardez ça fait couler beaucoup d'encre. Mais en réalité, alors on a dit, ils avaient des voiles au-dessus, pour je sais plus, il y a plein de raisons. Mais non, ça se lit ciao. Ça veut dire le souffle de vie. Et là, ça veut dire il leur a pris la vie. Et en plus, ce signe, qui est une cible aussi, avec les flèches en travers, hein, ça veut dire cible, et ça veut dire tirer, enfin toucher la cible. Donc, il faut le penser en hiéroglyphe. C'est un grand hiéroglyphe qui se trouve au-dessus de la ville. Enfin, vous voyez. Donc, on a une intericonicité et une intertextualité dans tout le Proche-Orient ça passe son temps à faire des allers-retours et avec des petites déformations à chaque fois parce qu'il y a des changements d'interprétation. Enfin voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup Dominique Farou pour cette présentation et pour cette petite présentation aussi de ces langues anciennes, égyptiens, assyriens, etc. Est-ce qu'il y a des interventions ou des réactions à cette présentation? Oui, madame. Comment, dans votre travail, vous pouvez faire la différence entre représentation de ce qui s'est passé réellement et représentation symbolique, sachant que j'imagine que tout ça est fait pour raconter des histoires par des rois et des vainqueurs? Oui. Alors, c'est pas toujours facile, parce que justement, d'abord, toutes ces scènes, alors il faut comprendre, c'est dans le palais royal, autant en Égypte qu'en Assyrie ou autre, quoi. C'est dans le palais royal. En Égypte, c'est sur les murs des temples pour les protéger. Et à chaque fois, ce sont des choses symboliques. De toute façon, ce ne sont pas des choses faites par des historiens ou par des journalistes. Il y a toujours une raison d'être symbolique, et déjà il y en a une. Alors pour moi, qui me semble claire, c'est de ramener. On est dans un monde qui, comment dire, a une vision du temps et du monde en général qui est celle de l'éternel retour. Et il faut que les choses soient dans la norme qui revient comme ça chaque année. Tout est cyclique et tout revient. Et la guerre, la maladie, etc., les aléas de l'histoire, c'est un déséquilibre par rapport à ça. Donc, on les représente, et en les représentant, on les ramène au mythe, on les ramène à la norme, et donc on les fait rentrer dans cette normalité de l'éternel retour. Alors, de différentes façons. Et nous, notre problème, c'est d'arriver à trier entre ce qui est représenté et la base historique, enfin séparer la base historique de la base symbolique. Et en réalité, si c'était facile, ça se saurait. Donc là, je vous ai donné tout ce que je vous ai dit, parce que je suis en train de vous faire une démonstration. Donc je vous ai donné les choses que je pouvais dire. Mais on aurait très bien pu faire, mais alors là, ça aurait été long,
vous montrer tout ce qui pose problème et où on ne sait pas. Parce que c'est souvent, hein. Ben, vous voyez, par exemple, le coup des Hyksos, ces Hyksos qui ont été foutus dehors d'Égypte, etc. Comment ça se fait que Ramsès II soit monté sur le trône? Ramsès est un descendant de ces Hyksos. Ramsès est un descendant d'immigrés levantins, c'est un égypto-levantin. La preuve, son père s'appelle Séti, il est voué au dieu Baal, en fait. Il y a une fille de Ramsès qui s'appelle Bint Anat, la fille de la déesse Anat en sémite de l'Ouest, on va dire pratiquement en hébreu ou en phénicien, quoi, etc. Et c'est pas parce que c'est des gens, ce sont des gens qui sont là depuis des siècles et qui continuent à avoir le mélange des deux. Ça veut dire que, dans la réalité, on sait que toute cette élite palatiale Hyksos, quand les rois du Sud ont été vainqueurs des rois du Nord, on les a pas tués, on les a pas virés. Ils étaient égyptiens. Donc en réalité, ils ont été intégrés par le nouveau pouvoir. Mais ça, c'est parce que nous lisons entre les lignes et qu'on arrive à trouver des indices qui nous permettent de le comprendre. Mais ça c'est comment dire. Je suis certain, moi je dis toujours en cours, au début, premier cours, j'explique les pauvres qui sortent du lycée, eux, je les vois trembloter immédiatement. D'ici la fin de l'année, je vais peut-être vous raconter le contraire de ce que je suis en train de vous dire au premier cours, parce que ma théorie va être tuée, et elle va être tuée par moi-même. Bon, par exemple, voilà, un de mes éléments, un de mes piliers, c'est de dire qu'il n'y a pas de cadre au Paléolithique, mais une organisation quand même, un début d'organisation, de mise en organisation du monde, et que avec quand même quelque chose qu'on cerne, une prise de pouvoir du monde, et Jean-Michel Jeunesse vient de me foutre tout en l'air, j'en suis très content d'ailleurs, avec son cadre là carré, parce qu'ici il était rond, je m'en foutrais, mais il est quand même relativement carré, quoi. Moralité, à Chauvet, oui. Moralité, voilà. Et on a les mêmes, on se fait les mêmes régulièrement, quoi. Mais si jamais on devait radoter toujours la même chose, ça nous ferait pas rire. Enfin, moi, j'essaie de. Enfin voilà. Alors justement, en Égypte, dans le temple, je sais plus comment il s'appelle, il y a de très beaux bas-reliefs représentant Ramsès II combattant sur un char et avec des ennemis extrêmement nombreux, gisants. Il y en a d'autres, ils ont le sexe coupé. Enfin, il y a un amoncellement de sexe. Enfin, des trucs horribles, quoi. Et donc, je pense, d'après ce que vous dites, que ça n'a jamais été aussi sanglant que ça. Enfin, ça a dû l'être, hein, ça a dû l'être. Mais que... Oui, non, mais après, les gens ont été intégrés, comme vous sans doute. Et que c'est pour rendre gloire au grand Ramsès II qui a organisé la guerre, les combats, etc. Mais qu'en fait, les choses se sont passées sans doute différemment. Et puis, il faudrait que vous l'étudiez sur le plan symbolique pour voir ce que ça donne, quoi. Enfin, voilà, c'est ça. Et puis, j'avais une autre question, je ne sais plus quoi. Ah oui, quand on parle, par exemple, du tir à l'arc à cheval. Bon, par exemple, la Chine a été envahie par les Mongols et c'était d'excellents cavaliers. En plus, ils avaient développé des arcs et des flèches extrêmement efficaces, très sophistiqués, et ils ont conquis en très peu d'années toute la Chine contre des armées organisées, voilà. Bon, sur la Chine, je développerai pas parce que voilà. En revanche, alors moi j'appelle ça le chasse-neige, parce que l'effet chasse-neige. Tu vois le roi, c'est pas que Ramsès d'ailleurs. Alors le roi d'Égypte est un dieu, vraiment. L'hubris, le manque d'hubris chez le roi d'Égypte, à mon avis, lui vaudrait une mort prématurée. C'est parce qu'en Égypte, le roi n'a pas intérêt à ressembler à un être humain. Donc il doit tout faire pour être... Et les images sont bien là pour ça. Donc, évidemment,
Mais nous disons bien, j'en sais rien, moi, Gustave Eiffel a fait la Tour Eiffel. On n'imagine pas Gustave Eiffel tout seul en train de la faire. Et dans l'Égypte ancienne, évidemment, c'est le roi qui fait tout seul. Mais en même temps, ils savent bien que c'est le roi qui donne l'ordre de tout faire. Donc voilà. Et bien sûr, on voit toujours le roi tout seul. Mais vous prenez Toutankhamon, parce que comme ça, je prépare la place à mon camarade. Il aime beaucoup Toutankhamon. Et alors, Toutankhamon, il a représenté sur une de ses boîtes en train de faire ce chasse-neige avec des Nubiens, des Syriens, je sais plus, des gazelles, des lions, je sais plus ce qu'il y a là-dedans, tout mélangé en une seule fois, qu'avec son char, il pousse comme vous voyez, comme le chasse-neige, et tout ça est transpercé de flèches, et on se dit, il avait une flèche mitrailleuse, vous comprenez, mais c'est pas une photo, c'est une représentation de la victoire du roi contre le désordre, l'ennemi, l'adversité. Enfin voilà quoi. Donc évidemment que les Égyptiens ils mentaient pas. Ils savaient ce que ça voulait représenter. Enfin, je sais pas si je réponds bien. Voilà, toute une question, c'est le code. Connaît-on le code? Jean-Michel Geneste. C'est une remarque, un élément documentaire. À propos des ânes sauvages, au Paléolithique moyen en Syrie, dans la faune chassée, c'est l'âne sauvage qui domine en permanence. Il y a des gazelles, il y a d'autres bestioles, il y a du chameau, etc. Mais c'est l'âne sauvage qui est chassé, et qui est chassé aussi à la pointe de projectiles. Les premières pointes de projectiles, les pointes levallois, plantées profondément dans des ossements d'âne sauvage, fixées sur des rampes avec du bitume, c'est de l'âne sauvage, et ça date de 50 000 dans l'oasis du bassin d'Elcom, à côté de Palmyre, par exemple. Et dans tout le temps. Voilà. Non, mais... Ben oui, c'est moi qui ai publié ça, justement. Merci beaucoup Dominique Farou.